Voici le dernier moment de Jacques Le Goff. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, l'un des plus grands penseurs français du XXe siècle aurait murmuré une phrase étrange à ses proches. L'histoire ne meurt jamais, mais les historiens, eux, s'effacent. Une confidence énigmatique, presque prophétique, qui résonne aujourd'hui comme un adieu bouleversant à la mémoire collective. Pourtant, peu de gens connaissent les dernières années de Jacques Le Goff, ce géant de la médiévistique, dont l'image publique d'intellectuel serein cache une vie intérieure, marquée par l'obsession du temps, la solitude du savoir et les regrets silencieux. Car si Le Goff a révolutionné notre façon de comprendre le Moyen-Âge, sa propre fin fut loin d'être aussi glorieuse que ses écrits. Derrière les portes de son appartement parisien, le grand historien s'éteignait lentement, rongé non pas par une maladie brutale, mais par le poids du temps lui-même, celui de la vieillesse, de l'oubli et de l'inévitable disparition. Et ce que personne ne vous a jamais raconté, c'est que durant ces derniers mois, Jacques Le Goff s'était enfermé dans une forme de silence philosophique. Il refusait les interviews, déclinait les hommages et semblait plongé dans une méditation profonde, presque mystique. Certains proches affirment même qu'il avait brûlé certains manuscrits inédits, jugeant que l'histoire vivante n'a pas besoin de toutes les vérités. Alors que la France intellectuelle s'apprêtait à lui rendre hommage avec les honneurs, une rumeur courait dans les cercles académiques. Le Goff aurait laissé derrière lui une lettre scellée, contenant des révélations sur l'Église médiévale et ses zones d'ombre. Lettre jamais retrouvée, jamais publiée. C'est ici que notre récit commence. Entre le prestige d'un nom gravé dans les bibliothèques du monde entier et les silences d'un homme hanté par les fantômes du passé, plongeons ensemble dans les derniers instants. Et peut être les plus humains de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff n'était pas un historien comme les autres. Né en 1924 à Toulon, dans une France marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale, il grandit au rythme d'un pays en mutation, à la recherche de son identité. Très tôt, il s'intéressa à l'histoire, non pas comme une suite de dates ou de batailles, mais comme un territoire vivant, peuplé de symboles, de croyances et de mentalités. Cette vision le mènera à devenir l'un des piliers de l'école des Annales, un courant de pensée qui a bouleversé l'historiographie classique. Dans une époque où l'histoire se voulait encore académique et rigide, Le Goff imposa un ton nouveau, celui de la profondeur, de la lenteur, de la mémoire longue. Son champ d'étude de prédilection, le Moyen-Âge, souvent caricaturé comme un temps obscur, mais qu'il revalorisa avec passion et brio. De la civilisation de l'Occident médiéval à Saint-Louis, en passant par un autre Moyen-Âge. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette œuvre monumentale se cache un homme profondément seul. Car si Le Goff fut adulé dans les cercles intellectuels, il vivait reclus, absorbé par ses travaux, entre les murs tapissés de livres de son bureau. Il ne recherchait ni la gloire, ni les projecteurs. Sa véritable obsession, c'était la transmission du savoir. Il était convaincu que l'histoire ne servait à rien si elle ne changeait pas notre façon de vivre le présent. Pourtant, à mesure que les années passaient, Jacques Le Goff se heurta à une France qui changeait plus vite que lui. L'historien de la lenteur se retrouvait marginalisé dans un monde numérique, pressé, superficiel. L'université ne jurait plus que par les sciences dures. Les étudiants désertaient les amphithéâtres d'histoire médiévale, et la parole savante était noyée dans le vacarme des réseaux sociaux. Ce désenchantement marqua un tournant dans sa vie. Un thème se dessina lentement mais sûrement, celui de l'effacement. L'effacement de la pensée profonde, de la parole posée, du débat intellectuel. Et avec cet effacement, celui de l'homme lui-même, qui voyait sa discipline perdre de son aura. Il commença à douter. Est-ce que j'ai échoué ? Aurait-il soufflé à un collègue proche ? C'est dans ce climat de recul, de désillusion et de silence que s'ouvrent les derniers chapitres de sa vie.
Un chapitre où, malgré les honneurs officiels, Jacques Le Goff s'effaçait du paysage public, tout en laissant derrière lui une œuvre immense, mais peut être aussi quelques secrets qu'il a emportés avec lui. Tout commença à changer au début des années 2010. Jacques Le Goff, alors âgé de plus de 85 ans, paraissait encore vif d'esprit, mais son entourage remarquait des signes inquiétants. Absence fréquente, fatigue chronique, moments d'égarement. Pourtant, il continuait à écrire, à dicter des idées, à corriger des manuscrits, jusqu'au jour où, en pleine conférence, il s'interrompit brutalement, le regard vide, incapable de terminer une phrase. L'auditoire, d'abord silencieux, applaudit par politesse, ignorant qu'il venait d'assister à la dernière prise de parole publique d'un géant. Cet incident marqua un point de bascule. Jacques Le Goff se retira définitivement de la scène intellectuelle. Il refusa toute invitation, toute interview, même pour les médias les plus prestigieux. À la Sorbonne, certains murmuraient qu'il préparait une dernière œuvre monumentale. D'autres affirmaient qu'il avait sombré dans une sorte de mélancolie post-intellectuelle. Cette tristesse que seuls ceux qui ont touché les sommets peuvent comprendre. Son appartement parisien devenait un sanctuaire. Peu y étaient admis. L'un de ses anciens assistants racontera plus tard qu'à l'intérieur, tout était figé. Des piles de livres du sol au plafond, des manuscrits inachevés, des photos noircies par le temps, et au milieu de tout cela, Le Goff, assis près d'une fenêtre, regardant les passants comme des ombres du passé. Mais un événement inattendu vint bousculer cette retraite silencieuse. Une maison d'édition suisse annonça qu'elle détenait un manuscrit inédit, attribué à Jacques Le Goff, intitulé « L'ombre du sacré ». Ce texte, jamais publié, laissait entendre que l'historien avait mené des recherches confidentielles sur les pratiques occultes au sein de l'Église médiévale, des thèses qu'il avait toujours publiquement rejetées. Était-ce un faux, un canular ou une révélation posthume soigneusement orchestrée? La polémique enfla. Certains intellectuels crièrent à la manipulation. D'autres virent dans ce texte une ultime provocation de Le Goff, une manière de briser les chaînes de l'académisme avant de disparaître. Pourtant, l'auteur lui-même ne confirma jamais l'existence de ce manuscrit, et il n'y eut aucune déclaration officielle. Quelques semaines avant sa mort, Jacques Le Goff reçut discrètement la Légion d'honneur des mains d'un ancien élève devenu ministre. Aucun photographe, aucun discours. Juste quelques mots. Merci pour tout. Vous avez changé notre regard sur l'histoire. L'historien, affaibli mais lucide, répondit simplement. L'histoire ne nous appartient pas. Nous ne faisons que la traverser. Le 1er avril 2014, Jacques Le Goff s'éteignit paisiblement dans une clinique parisienne, entouré de quelques proches. Aucun drame, aucun cri, aucun éclat. Juste un dernier souffle. Et le silence. Un silence lourd, presque sacré, comme celui d'une cathédrale désertée. Mais les questions, elles, ne s'étaient pas tues. Qu'avait-il voulu dire, au fond, dans ses derniers écrits? Que signifiait ce retrait, ces silences, ces manuscrits disparus? Et surtout, que reste-t-il d'un homme qui a consacré sa vie à faire parler les morts? Quand c'est à son tour de disparaître dans l'oubli, il y a des vérités que les plus grands hommes préfèrent taire. Pour Jacques Le Goff, cette vérité portait un nom, la peur. Non pas la peur de la mort, il l'avait longuement apprivoisée dans ses réflexions sur le Moyen-Âge, mais celle d'un oubli silencieux, d'une disparition sans empreinte, car, derrière l'image du sage médiéviste, se cachait un homme obsédé par la mémoire et terrifié par l'idée de n'être plus qu'une note de bas de page. Dans ces derniers mois, selon un témoignage recueilli auprès de son infirmière personnelle, Le Goff parlait souvent seul. Il répétait des noms. Abélard, Hildegarde, Bernard de Clairvaux, comme s'il les invoquait, comme s'il dialoguait avec les morts. Il me regarde. Vous savez, aurait-il murmuré un soir, les yeux fixés sur un coin vide de la pièce. Pour ses proches, c'était la manifestation d'un esprit épuisé. Mais pour certains disciples, il s'agissait d'un passage, l'esprit de Le Goff quittait le présent pour rejoindre ceux qu'il avait tant étudiés. Mais ce n'est pas tout.
Une découverte faite après sa mort jeta le trouble sur l'image du maître. Dans un vieux coffre oublié au fond de sa bibliothèque, les membres de sa famille retrouvèrent un journal intime tenu entre 2010 et 2013. Dans ces pages, Le Goff y exprimait une forme de désillusion profonde, allant jusqu'à remettre en cause son propre travail. Peu être-je idéalisé ce Moyen-Âge. Peu être-je voulu y voir une humanité que je n'ai pas trouvée dans le présent. Il écrivait également sur une tentative inachevée de dialogue avec l'Église contemporaine, une volonté de dénoncer les abus historiques longtemps étouffés. Mais les lettres qu'il avait envoyées restèrent sans réponse. Il nota amer, « L'histoire ne fait pas peur aux puissants. Le silence, lui, les rassure. » Et dans une dernière entrée, poignante, il écrit « Le passé est plus vivant que moi. Moi, je suis devenu un fantôme. » La presse n'eut connaissance de ses écrits que partiellement. La famille, prudente, ne publia qu'une sélection édulcorée. Les passages les plus sombres, les plus critiques, furent conservés loin des regards. Mais dans les cercles intellectuels, ces confidences firent l'effet d'un séisme. Comment l'homme qui avait consacré sa vie à la transmission pouvait-il mourir avec autant de doutes sur l'utilité de sa mission? La réaction du public, elle, fut contrastée. Les hommages officiels saluèrent. Un pilier de la pensée française, mais sur les réseaux sociaux et les forums d'histoire, d'autres voix se firent entendre. Des anciens étudiants parlèrent de ses silences pesants, de son exigence parfois inhumaine, de ses critiques acerbes. Un documentaire diffusé quelques mois plus tard révéla les tensions qu'il entretenait avec certains collègues, qu'il jugeait trop populistes, trop pressés, trop creux. Et pourtant, malgré les doutes, malgré les regrets, malgré l'ombre, le nom de Jacques Le Goff résonne encore, comme une voix venue du passé. Une voix qui, même brisée, nous force à écouter. Que faut-il vraiment retenir de Jacques Le Goff? Un génie? Un homme tourmenté? Un bâtisseur de mémoire? Ou un rêveur désillusionné par son propre siècle? Comme souvent avec les figures monumentales, la vérité n'est ni simple ni unique. Et c'est précisément ce qui fait de Jacques Le Goff un personnage aussi fascinant qu'insaisissable. Ce que notre chaîne retient avant tout, c'est le courage intellectuel. Il faut une force immense pour choisir de ne pas plaire, pour creuser dans les profondeurs du passé quand tout le monde regarde vers l'avenir. Le Goff a pris le risque d'ennuyer les foules pour éduquer les consciences. Il a préféré la rigueur à la célébrité, la réflexion lente à l'opinion rapide. En cela, il était à contre-courant et donc essentiel. Mais cette grandeur a un prix, et ce prix, c'est la solitude. Une solitude que l'on retrouve dans ces dernières années, dans ses journaux intimes, dans son silence volontaire. Jacques Le Goff s'est éteint comme il a vécu, sans éclat, sans bruit, mais avec une intensité intérieure bouleversante. La chaîne reconnaît aussi l'ombre, celle d'un homme qui, parfois, s'est enfermé dans ses certitudes, qui a pu être dur, distant, voire inaccessible, qui a peu être manqué l'occasion de transmettre avec plus de chaleur, plus d'ouverture. Ce paradoxe entre lumière et obscurité fait partie intégrante de son héritage. Alors que reste-t-il au fond? Une œuvre immense, bien sûr, des livres traduits dans le monde entier, des générations d'étudiants inspirés, mais aussi des questions sans réponse, des regrets, des zones floues, et peut être une part d'inachevé. C'est précisément ce mystère qui rend Jacques Le Goff encore plus vivant aujourd'hui. Un intellectuel qui, même dans la mort, nous pousse à réfléchir, pas seulement à l'histoire du Moyen-Âge, mais à notre propre rapport au passé, à la transmission, à la mémoire. Et vous, que pensez-vous de cette fin discrète, presque effacée, d'un homme qui a fait parler les morts toute sa vie? Le Goff était-il un prophète de la mémoire ou un fantôme de sa propre époque? Vos avis, vos souvenirs, vos émotions sont les bienvenus. Car, comme lui, nous croyons que l'histoire ne se raconte jamais seule. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Jacques Le Goff n'était pas seulement un historien. Il était une passerelle entre les mondes, entre le présent et le passé,
entre les vivants et les morts, entre l'intellect et la foi. Il n'a jamais cherché à séduire, mais à éveiller. Il n'a jamais crié, mais sa voix portait loin. Dans chaque ligne écrite, il y avait une invitation au voyage. Un appel à comprendre que notre monde moderne est le fruit de couches de mémoire entremêlées, de silences oubliés et de vérités réhabilitées. Aujourd'hui encore, en feuilletant ses livres, en réécoutant ses conférences, on entend cet écho, celui d'un homme qui croyait que l'histoire était vivante, qu'elle respirait à travers nous, qu'elle n'était pas figée dans les musées, mais qu'elle coulait dans nos gestes, nos croyances, nos peurs. Sa mort, douce et silencieuse, fut à son image, profonde, discrète, chargée de sens. Elle ne fut pas une fin, mais une transition, une ultime leçon, car être-ce là son héritage le plus puissant. Nous avoir appris que la mort ne met pas fin à une vie, elle l'inscrit dans la mémoire des autres, et désormais, chaque fois que vous entendrez parler du Moyen-Âge avec respect, avec curiosité, avec humanité, sachez que quelque part, l'esprit de Jacques Le Goff veille encore.